Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bel et Bien. Ah oui, pardon. Chut. Le plateau est encore endormi. Bah oui, parce qu'ils sont tellement sérieux, nos chroniqueurs, qu'ils dorment sur le plateau la veille de l'émission. Comme ça, ils sont sûrs d'être à l'heure. Bah oui, forcément. Et vous le constatez, comme 73% des Français, eux aussi sont fatigués. En un demi-siècle, nous avons perdu 1h30 de sommeil par nuit. André souffre de troubles du sommeil au même titre que 37% des Français. Comme un tiers de la population, Stan dort en dessous du seuil critique de 6 heures par nuit. Et Elsa fait partie des 20% qui sont insomniaques. Oui, le sommeil est devenu un problème de santé publique majeur et l'un des grands défis de notre siècle. Mais rassurez-vous, ce matin, on supprime la dette de sommeil accumulée en vous. On vous donne toutes les solutions bien-être pour un sommeil récupérateur, pour être reposé et en bonne santé. L'objectif, c'est que vous puissiez vous réveiller tout frais, à l'image de cette pub où les gens sont souriants, coiffés, maquillés, dès le réveil. Regardez comme ils ont l'air heureux, en forme, et qu'on a tous envie de les frapper. Regardez. Bon, il est 9h30 passé, ils ont assez dormi, il est temps de les réveiller, mon cher André. Christophe, on se réveille tous. Elsa, là-bas. Allez, dites bonjour à ceux qui nous accompagnent ce matin, notre psychiatre Christophe André et nos chroniqueurs Elsa Wolinski, Marianne Moing, Stan Gusman et André Manoukian. Ah, André, il n'est pas réveillé. Il y a son corps, mais il n'y a pas sa tête. Agathe, quel est le menu de Bel et Bien ce matin? Et il est chargé, comme chaque semaine. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Ça méritait bien les conseils de la sophrologue, conférencière et spécialiste du sommeil, Clémence P. Lavallée, qui nous donne le mode d'emploi pour lutter contre les insomnies. On éradique avec elle tous les perturbateurs du sommeil que sont le stress, l'alimentation et les lumières artificielles. En prime, elle nous donne toutes ces techniques miracles à faire chez vous pour vous endormir rapidement, parmi lesquelles le scan corporel, dodo garanti. Nos rêves sont pleins de vertus et permettent même de trouver des solutions à des problèmes jusqu'alors sans réponse. On vous explique comment les interpréter et pourquoi certains d'entre nous vivent leurs rêves debout. Enfin, comment se reposer quand nos modes de vie nous empêchent de faire une seule et longue nuit d'affilée. On évoque le sommeil fractionné avec l'explorateur Christian Clot, spécialiste des expéditions en milieux climatiques extrêmes, qui nous raconte comment il a su morceler son sommeil pour s'adapter à ces conditions hostiles. Et dès l'instant où l'installation est un peu précaire, on est sur un glacier qui peut bouger, on a des tempêtes, on est obligé de faire ce séquençage de sommeil pour pouvoir générer une attention par rapport à la situation. Dormir trop longtemps, c'est prendre le risque que sa tente soit déchirée au réveil, c'est prendre le risque que tout d'un coup il y a eu un problème à l'extérieur. Donc on doit être en attention vigilante. Salut les amis. Salut, ça va? Ah oui, ça va. Alors, Namasté. Namasté. Dans un instant, on vous aide à faire revenir le marchand de sable pour mieux dormir. Mais d'abord, c'est le tour du monde du sommeil avec Stan Gusman. Le tour du monde du sommeil. Bien ça. Oui, 80 secondes d'image internationale pour vous parler de ces terreurs nocturnes. Avant eux, vous dormiez bien, paisiblement, quand vous vouliez. Souvenez-vous, vous faisiez même des grasses matinées. Et puis un jour, ils arrivent et tout est fini. Vous l'avez deviné, je parle bien sûr de... les bébés. Faites des gosses, les amis. Alors, chers parents, rassurez-vous, vous n'êtes pas seuls à avoir vu vos douces nuits virer au cauchemar avec eux. C'est partout pareil sur la planète. Là où ils passent, les enfants sèment chaos et désolation en divisant par 3 votre temps de sommeil disponible. Le pire, quand vient l'heure du coucher. Et là, c'est le drame, comme vous allez le voir sur ces vidéos virales qui font des millions de vues sur Internet. It's time to go to bed. You gotta be kidding me. We can't watch any more TV. It's bedtime. You're both so hard. Come on. Hey, it's night-night time. It's night-night time. Come on, Millie, we gotta go to bed. Let's go.
Et même quand vous avez enfin réussi à les coucher, ce n'est pas encore gagné puisque certains en profitent pour faire la bringue, comme ces jumeaux filmés par la caméra de surveillance de leur chambre. Et vas-y que ça s'évade de prison, que ça papote, que ça refait la déco de la chambre, tranquille. Et vous allez voir que même quand la patrouille débarque, ça ne signe pas la fin de la récré, loin de là. Allez hop, on y retourne et ça redéménage dans tous les sens. J'hésite, ton lit, mon lit, pourquoi pas le canapé. Et là, c'est la brigade parentale au grand complet qui fait une descente dans la chambre. À eux deux, ça a l'air de mieux fonctionner. Regardez, ils dorment enfin. Faut dire qu'ils avaient de quoi être épuisés, à moins que... Eh bien non, ça continue. Alors face à ce genre de situation, souvent la seule solution pour les parents, c'est de dormir dans le même lit que son bébé pour s'assurer qu'il ferme enfin les yeux. Sauf que là aussi, la nuit ne sera pas de tout repos, comme vous pouvez le voir sur ces images où des enfants font de l'acrobranche sur maman. Que voulez-vous? Ils sont attachants, bien qu'un peu collants. Eh oui, être parent, c'est un job de nuit à plein temps. Regardez-moi ces terreurs, ils Et sont Agathe si mignons. a vécu ça. Hein. Avant-hier, j'avais un parce qu'il avait mal à l'oreille, l'autre parce qu'il avait mal au ventre, et ensuite le chat. Et il y a aussi mon mari, et on est quand même dans un lit pour deux. C'est pour ça aussi cette Vous tête. n'êtes pas seul, Agathe. Et alors qu'ils nous font vivre un enfer pour s'endormir, une fois qu'ils sont couchés, et bien là, d'un seul coup, ils dorment d'un sommeil profond, les bébés, que rien ne peut altérer et qu'on aimerait bien retrouver un jour. On constate notamment que les enfants peuvent s'endormir en mangeant des chips, oui. Il y a aussi les dodos contorsionnistes que si toi tu les fais, tu te réveilles avec une triple hernie discale. On aime aussi le dodo bain, quoique un peu dangereux. Pas très loin de la baignoire, le dodo toilette. Mon préféré, le dodo valise à l'aéroport, que voulez-vous, elle est jet lag. Et puis le dodo sur commande, comme avec ce petit Américain qui reste éveillé par solidarité avec son papa au volant. Hey buddy, you tired? Yeah, Yeah. Can't keep your eyes open? yeah, It's okay, buddy. yeah. If you want to go to sleep, you go ahead. Go to sleep. I'll... Qu'est-ce que c'est mignon. Bref, quand on voit ces enfants qui s'endorment d'un sommeil imperturbable, voire souriant, comme sur cette vidéo qu'on va voir, on se dit, mais c'est donc ça, l'expression dormir comme un bébé. En fait, ce qui est génial quand on est petit, Christophe, c'est qu'on nous laisse dormir en paix. Alors pourquoi le jeune âge, c'est le seul moment de notre vie où nos besoins de sommeil sont 100% respectés? Alors, on nous laisse dormir en paix parce que c'est le seul moyen pour les parents, hein, justement, d'avoir la paix. Mais plus sérieusement, c'est vrai que les enfants, d'abord, ils n'ont pas le même cerveau que nous. Ils ont un cerveau qui ne voyage pas dans le temps, comme le nôtre. Nous, on se met au lit, on ferme les yeux et tout à coup, il y a les projets, il y a les regrets, il y a tous les programmes passés et à venir qui se déclenchent. Eux, ils sont dans l'instant présent. Et puis la deuxième raison, c'est qu'ils sont beaucoup plus près de leur corps que nous. C'est-à-dire, nous, entre notre corps et nous-mêmes, il y a nos pensées. Et donc, on n'a pas envie de se coucher parce qu'il y a des tas de choses intéressantes à faire. Et la plupart des enfants, enfin, sauf certains d'entre eux qu'on a vus tout à l'heure, quand leur corps leur dit « t'es fatigué, mon vieux, tu ferais mieux de dormir », ils obéissent et ils dorment. On ouvre tout de suite notre dossier du jour. Alors, d'après les études, de nombreuses études, il faudrait dormir 7 heures minimum par nuit pour être en bonne santé. Hélas, la moyenne française est de 6h48. Alors, pour certains, le sommeil est une petite mort. Et il y en a même, comme l'animateur star américain Steve Harvey, qui affirme qu'on a toute la mort pour se reposer. Les gens riches ne dorment pas 8 heures par jour. C'est un tiers de ta vie, mec. Tu ne peux pas perdre 8 heures de ton temps à dormir sur une journée de 24 heures. Tu peux pas vivre à Los Angeles et te lever à 8 heures du mat, car sur la côte Est, la bourse de Wall Street est ouverte depuis 2 heures. Les mecs sont déjà en train de prendre des décisions qui vont changer le cours de ta vie pendant que toi tu roupilles. Bon, ces propos me paraissent un petit peu absurdes. Hein, c'est pas une perte de temps de dormir. Non, mais c'est un délire qui s'est beaucoup répandu dans les années 90. Il y avait une obsession de la gestion du temps, d'encourager les gens à moins dormir pour faire davantage de choses, à faire plusieurs trucs en même temps. C'était une folie furieuse, mais ça venait des États-Unis, ça venait du plus grand pays capitaliste de la planète. Et effectivement, réfléchissez un peu, quand vous dormez, vous ne travaillez pas, vous produisez rien. Et vous ne consommez pas, vous n'achetez rien. Donc, c'est très ennuyeux, les gens qui dorment. Et il faut absolument raccourcir leur temps de sommeil et augmenter leur temps de productivité ou de consommation. C'est ce que sont en train de réussir à faire les écrans. Beaucoup de personnes ont leur écran dans leur lit et envoient leurs mails ou regardent des séries, donc produisent, produisent ou consomment. Bon, c'est vrai que les dangers d'un manque de sommeil sur notre santé sont légion, on le sait. Pour autant, est-ce que les Français
tout comme moi, en ont conscience, Sarah Cadour est allée leur demander. Combien d'heures dormez-vous par nuit? En moyenne, 4 heures. Ça fait pas beaucoup, hein. Plutôt 4h30, 5 heures. 6 heures. 8 heures, c'est une bonne nuit pour moi. Quel est l'impact du manque de sommeil sur vous? La fatigue dans la journée, envie de rien faire. La concentration, hein. Irritabilité maximum. Je m'endors au volant. C'est quoi votre rituel sommeil avant de vous coucher? Vous faites quoi? J'appelle ma mère. Oh, c'est mignon! Je me mets toujours un petit documentaire animalier et je m'endors dessus. J'écoute de la ASMR. À présent, il est temps pour toi de dormir. Dans quelle situation vous ne trouvez pas le sommeil? Quand je suis particulièrement stressée, ça cogite. Après une dispute ou après un truc qui me chagrine, c'est sûr que ça va tourner dans ma tête et là je vais pas dormir du tout. Dans quel endroit vous vous endormez à tous les coups? Dans les transports, ouais, des fois le trajet est monotone. C'est devant le journal télévisé. Je dirais à la fac, mais continuer les études, c'est important. Eh bien moi, l'endroit où je m'endors à tous les coups, c'est dehors. Et pour voir si les gens respectaient mon sommeil, j'ai fait semblant de m'assoupir sur eux. Hé, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Hé, moi je reste pas ici, hein. Hé, oh! C'est bon? Ah pardon, je suis crevée. Je me suis endormie. Mademoiselle, ça va? Hé? Vous allez pas bien? Laisse-moi dormir. Ça va? Oh, c'est une bonne sieste, j'étais fatiguée, désolée. J'étais crevée. Merci. Elle a peur de rien, cette Sarah Cadour, elle n'a pas de surmoi. Ah non, ça c'est sûr. Christophe André, quels sont les dangers avérés d'un manque de sommeil sur notre santé? Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On montre que ça déstabilise les diabètes, que ça peut faciliter certains AVC. Enfin, chez les personnes prédisposées, c'est un grand dérégulateur, le manque de sommeil. Très rassurant. Ouais, non, mais je suis désolé, mais au moins que les gens qui nous écoutent ce matin se rendent compte que c'est vraiment quelque chose de très précieux, de très intelligent qu'on peut faire pour sa santé. Dormir. Parce que le sommeil, c'est pas juste du repos. Il faut comprendre que quand on dort, beaucoup de choses se passent dans notre corps, beaucoup de nettoyage, de régulation, de remise à niveau, de réparation. Et le manque de sommeil va perturber tous nos organes, perturbe notre cerveau. Le lendemain, ou de nuit sans sommeil, ou après plusieurs nuits sans sommeil, on le voyait dans le reportage, on a des problèmes d'attention, des problèmes émotionnels, des problèmes de mémorisation. Ça perturbe aussi notre système endocrinien. Le manque de sommeil perturbe le bon fonctionnement au niveau de la glycémie, perturbe l'absorption de l'insuline par les cellules, perturbe la sécrétion de leptine, c'est-à-dire l'hormone de la satiété, d'où les problèmes de surpoids. Bref, je m'arrête parce que je vois que je fais de la peine à Agathe, mais le message, c'est pas tellement ça, c'est prenez vraiment, vraiment, vraiment soin de votre sommeil. C'est un truc précieux pour votre santé. À propos de sommeil, sachez que notre organisme est rythmé naturellement par ce qu'on appelle le cycle circadien. C'est une horloge biologique d'environ 24 heures qui dicte nos périodes de repos et d'éveil. Et celui qui en a fait la démonstration, eh bien, c'est un Français. Son nom, Michel Siffre. Et pour parvenir à ses fins, il s'est lancé dans une expérience extrême hors du temps. Si vous êtes réglé comme une horloge et que vous vous réveillez chaque matin à la même heure sans réveil, c'est normal, car notre corps est une véritable montre suisse parfaitement réglée. Mais réglée sur quoi au juste? Sur le fameux cycle circadien. 24 heures parfaitement rodées, faites d'alternance de repos et d'éveil et qui rythment nos journées. Et celui qui est à l'origine de cette découverte, c'est un jeune géologue français de 23 ans au moment des faits, son nom Michel Siffre. Nous sommes en 1962 et il dirige une expérience hors du commun. Objectif, prouver qu'il existe une horloge interne à l'être humain imposant un rythme de 24 heures à l'organisme fait de veille et de sommeil. Et pour déterminer que notre organisme est ainsi réglé, quelles que soient les conditions, ce pionnier des expériences de confinement décide de se couper de tout repère temporel, de tout cycle de jour ou de nuit, en se plongeant 100 mètres sous terre au fond d'une grotte, le gouffre de Scarasson, dans les Alpes en l'espèce, et ce pendant une période de 2 mois. 2 longs mois au cours desquels il ne reverra plus la lumière du jour. Il n'a ni montre, ni calendrier, juste un téléphone le reliant à la surface afin 1. D'alerter les autres en cas de problème, et 2. De les informer sur ses heures d'éveil, de repos et d'alimentation, données nécessaires au
conclusions de son expérience. Un test extrême, certes, 98% d'humidité à l'intérieur et froide aussi, comptez 3 degrés dans la grotte en ces mois d'été. Et au bout de quelques jours, Michel Siffre perd alors la notion du temps. Ses cycles de sommeil se décalent de 30 minutes chaque jour par rapport à ceux de la surface. Il finit par prendre son petit-déj à 19h et à se coucher à midi. Mais malgré tout, son horloge biologique fait bel et bien un tour complet en 24 heures et 30 minutes. Le projet a donc porté ses fruits. Michel Siffre en ressort exténué, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le temps s'est dilaté par 2 pour lui. En ce 14 septembre, il pense être le 20 août. Mais qu'importe, puisqu'il a démontré que même en dehors de tout repère temporel, nous disposons d'une horloge biologique interne faite de 24 heures et quelques. Pour faire court, en se réveillant de ce sommeil toutes les 24 heures et demie, ces temps de veille et de repos cumulés correspondaient au cycle naturel d'une journée terrestre qui suit le rythme du jour et de la nuit. Et oui, grâce à Michel Siffre, l'expérience d'un cycle circadien qui rythme la vie des humains et quelles qu'en soient les conditions est donc prouvée. Alors on dit merci qui? Merci Michel. Bonjour Clémence Pex-Lavallée. Bonjour Je suis Ali. ravi Bonjour de Alain. vous accueillir. Vous êtes sophrologue, spécialiste du stress et du sommeil, et vous êtes l'autrice du livre Bien dormir sans médicaments aux éditions Odile Jacob. Vous confirmez ce qu'a démontré Michel Siffre. Toutes nos fonctions biologiques sont soumises à cette horloge interne qu'on appelle le cycle circadien. Oui Ali. Tous les jours, si je me réveille tous les jours à la même heure, mon horloge circadienne va prévoir 2 heures avant mon lever du sommeil la production d'une hormone qui s'appelle le cortisol, l'hormone de l'éveil. C'est grâce à cette hormone que je vais pouvoir tenir debout et me mettre en mouvement pour la journée. Et cette horloge circadienne va faire diffuser cette production du cortisol, de cette hormone de la veille, tout au long de la journée, avec un pic en milieu de matinée, un pic dans l'après-midi, surtout entre 15h et 19h. Et puis elle va calmer le jeu en fin de journée pour pouvoir permettre à une autre hormone de prendre le relais, qui est la mélatonine, l'hormone du mode nuit. Alors elle va être favorisée en production en fin de journée. Et puis si on est dans l'obscurité, elle va se libérer pendant la nuit avec un beau pic de production entre 2h et 4h du matin. Et puis en fin de nuit, elle va diminuer et le cortisol va prendre le relais. Donc on voit à quel point toutes nos fonctions biologiques sont régulées par cette horloge circadienne. Alors notre organisme est tellement bien réglé que la règle d'or que vous nous donnez pour bien dormir, eh bien, c'est de se coucher et de se lever à heure fixe tous les jours. L'idée reçue selon laquelle la grasse matinée du week-end permettrait de récupérer la dette de sommeil accumulée pendant la semaine serait donc contre-productive. Oui, c'est tout à fait contre-productif. En fin de compte, ça provoque un très grand stress à l'organisme et du coup, ça va faire un décalage de cette horloge biologique. On peut mesurer qu'une heure de sommeil en plus en grasse matinée va augmenter le risque cardiovasculaire de 11%. Ah bon? Ouais. Et donc du coup, quel est l'intérêt d'avoir cette grasse matinée? C'est pas la même qualité de sommeil qu'en début de nuit. C'est vraiment du jet lag qu'on fait comme un Paris-New York, mais là c'est un jet lag social. On décide de faire une grasse matinée le matin. Donc quand on voit qu'on fait un Paris-New York le week-end, on n'est pas forcément frais, ni du cerveau, ni du teint, ni du corps, le lundi, mardi. Et Clémence, est-ce qu'on est tous égaux face au sommeil, en termes de besoin de sommeil? On n'est pas tous égaux en termes de besoin de sommeil. La bonne façon de savoir de quelle durée de sommeil on a besoin, c'est comment est-ce qu'on fonctionne le lendemain. Si je fonctionne bien le lendemain, c'est que j'ai mon quota de sommeil. Mais génétiquement parlant, on va avoir des courts dormeurs qui vont être en dessous de 6 heures ou autour de 6 heures par nuit. Et puis, on va avoir des longs dormeurs entre 9 heures et 10 heures, 11 heures par nuit. Au-delà, c'est un trouble. Mieux vaut voir un spécialiste. Et en dessous de 6 heures, c'est un trouble aussi? Oui. Oui. Parce que Emmanuel C'est Macron, une dont on dit qu'il dort 4 heures par nuit, et d'ailleurs, en règle générale, les présidents, il a un trouble du sommeil? Peut-être qu'il est réparti, c'est le temps, la durée du sommeil, c'est sur 24 heures. Donc on peut répartir aussi son temps de sommeil sur 24 heures. Mais la moyenne des Français et la moyenne de la population, c'est 7-8 heures. Et indépendamment de nos besoins de sommeil, est-ce qu'il existe par nature des lève-tôt ou des couches tard? Oui, ça c'est défini par le chronotype. Et pour ça, on a les travaux de Michael Breus qui nous donne 4 chronotypes possibles qui sont assez amusants et on peut facilement s'identifier, définir son propre rythme. Alors, on a l'ours. Oui. Alors, on va commencer par l'ours qui correspond à 50% de la population. Il va se réveiller environ vers 7 heures du matin. Et puis, on a le lion. Alors, lui, il est plus précoce. C'est ce qu'on disait avant, le fameux coq. Et il 10%, 20% de la population, il va être vraiment à réveil vers 5h30 du matin. Oula, c'est pas moi, ça. Ouais. Le dauphin, lui, il a... vous savez très bien, les dauphins, ils dorment sur le côté avec une partie du cerveau endormie et puis l'autre côté en éveil. Donc, ça veut dire qu'il va avoir un sommeil agité. Et puis, il va aussi avoir du coup une fluctuation de la vigilance tout au long de la journée. Ça va être assez ondulatoire. Mais l'avantage, c'est qu'il est tout le temps en alerte. On a le loup. Le loup, il se réveille plutôt vers 9h le matin, 8h30, 9h le matin. Et lui, ce sera un très bon veilleur du feu.
hein, c'est à peu près 15-20% de la population, il va pouvoir surveiller le feu pendant que les groupes, les chronotypes ours et loups dorment les yeux fermés en sécurité. Alors qu'est-ce qui se passe quand on dort? À quoi ressemble un cycle complet de sommeil? Stan nous présente son exposé. À quoi ressemble une bonne nuit de sommeil? Pour l'illustrer, on a coutume de prendre l'exemple d'un train. Un train fait de plusieurs wagons, chaque wagon correspondant à un cycle de sommeil de 90 minutes. Il faudrait donc idéalement monter à bord de 5 wagons, entendez 5 cycles qui s'enchaînent pour avoir une durée de sommeil réparatrice de 7h30. Et sachez que chacun de ces cycles est identique en durée et se décompose en 4 phases de sommeil bien différentes. Première phase, l'endormissement. Une période rapide de transition entre l'éveil et le sommeil. À ce stade, on somnole, on entend et on comprend encore les conversations autour de nous. Ensuite la phase du sommeil léger, durant laquelle le corps se repose, le cerveau pas totalement. On entend les sons, mais on ne cherche plus à les comprendre. On est comme sur un nuage et on commence tranquillement à reprendre des forces. Passons à la troisième phase et la plus longue et la plus importante, le sommeil profond. Et là, plus de son, plus d'image, on n'entend rien, on est complètement coupé du monde réel, un peu comme un homme politique, ça balance. C'est le vrai moment de récupération où le corps tourne au ralenti, produit les cellules nécessaires au renforcement de nos défenses immunitaires, bref, on se régénère. Enfin, vient la quatrième phase qui correspond au sommeil paradoxal. C'est au cours de ce stade que l'activité cérébrale s'intensifie et que nous rêvons. Et que se passe-t-il à la fin de chaque cycle? Une phase de micro-réveil a lieu, mais le train du sommeil nous rattrape automatiquement et nous replonge dans un nouveau cycle et ainsi de suite jusqu'au matin. C'est d'ailleurs ce micro-réveil qui nous a protégés pendant des années des dangers de notre environnement, car le sommeil nous rendait vulnérables aux yeux des prédateurs. Il fallait donc être vigilant, du moins toutes les 90 minutes, au nom de notre survie. Et que se passe-t-il au fur et à mesure que la nuit avance? Eh bien, sachez que si nos cycles de sommeil restent identiques en durée, les phases qui la constituent, elles, évolue. Lors des 2 premiers cycles, la phase de récupération du sommeil profond est longue quand celle du sommeil paradoxal est très courte. Un rapport qui s'inverse progressivement au fil de notre repos. La phase de sommeil profond raccourcit quand celle du sommeil paradoxal, qui nous met dans un état proche de l'éveil, s'allonge. Voilà pourquoi c'est à ce stade avancé de la nuit que nous nous souvenons le plus de nos rêves et que surtout le moindre bruit peut nous en réveiller. Fort de ce schéma, une conclusion s'impose donc. Ne surtout pas négliger les 2 premiers cycles de sommeil qui sont primordiaux pour la récupération. Si vous lopez le départ du train dans les premières heures de la nuit, les heures de sommeil profond sont quasi inexistantes et vos cycles seront beaucoup moins reposants et réparateurs. Et oui, quand nos grands-mères disaient que les heures de sommeil comptaient double avant minuit, encore une fois, elles avaient raison. Alors on valide son billet et embarquement immédiat sous la couette tous les soirs dès 22h. Sur ce, Wakatepe Baboun. C'est trop mignon. Si je résume bien, pour une bonne nuit réparatrice, il faut donc dormir le plus tôt possible, en même temps que les autres, tout en respectant un minima 5 cycles de sommeil. Et quand on est reposé, c'est bénéfique pour notre santé. Notre appétit est mieux régulé et on ne grossit pas. Les tissus de la peau sont réparés et on a meilleure mine. Notre cerveau est nettoyé et on a fait le tri dans ses idées. Car oui, la nuit porte vraiment conseil. On retient aussi mieux les choses, car le sommeil permet de mieux mémoriser et surtout, il renforce le système immunitaire, hein, Christophe. Beaucoup d'études montrent que les perturbations du sommeil entraînent, par toute une cascade de mécanismes biologiques, des perturbations de la qualité de la réponse immunitaire. C'est-à-dire que les gens qui dorment moins bien sont plus souvent sujets aux infections, consomment davantage d'antiparasitaires, d'antibiotiques, etc. On a montré aussi que les injections de vaccins étaient moins efficaces quand on avait privé auparavant les gens de sommeil ou quand, je suis désolé Agathe, Oh non, non. ou quand on injectait des vaccins à des personnes insomniaques. Non, 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 Mais c'est aussi ce qui explique que lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on est grippé, lorsqu'on a une bronchite, etc., on a besoin de dormir parce que ça booste notre immunité, ça nous aide à mieux lutter. Donc quand vous êtes mal fichu, quand vous êtes grippé, dormez le plus possible, vous participez à votre guérison. C'est une bonne nouvelle, non, quand même? Mais je sais pas, j'arrive pas là, j'arrive pas. Il est temps maintenant de s'attaquer au cœur du problème. Ah, c'est cool. Ça recommence. Non mais ça vaut le coup, hein, cette lumière. Parce que c'est à peu près ce qu'on vit quand on a des insomnies. N'est-ce pas, Elsa? Oui. Mais oui, le rouge comme ça, l'énervement et Horrible. tout, l'envie de taper sur les murs. Donc Oui. comment lutter contre les insomnies et les troubles du sommeil? On va vous donner toutes les solutions pour y remédier. Alors pour 20% des Français qui souffrent d'insomnie, le marchand de sable est parti en vacances. Conséquence, nous sommes le 2e pays européen à consommer le plus de somnifères, derrière l'Espagne. Près de 130 millions de boîtes vendues chaque année. Mais comment expliquer l'insomnie?
Eh bien, une phase d'hyper-éveil au moment du coucher, liée à une activité accrue du système nerveux qui nous empêche de nous endormir et qui altère la qualité de notre sommeil. Résultat, des nuits courtes et fragmentées et donc beaucoup de fatigue. Mais qui sont les responsables, Ali? Parce qu'on veut des coupables. Donnez des noms et donnez aussi des solutions pour les combattre au nom d'un chien galeux. Alors, premier responsable, j'accuse les lumières artificielles et vous allez voir que leurs effets sont dévastateurs pour notre sommeil. Depuis toujours, l'alternance du jour et de la nuit apporte des informations à notre cerveau sur le temps qui passe. C'est ce rythme lumineux qui est le principal vecteur d'information pour notre horloge biologique et qui rythme notre sommeil. Quand le soleil se lève, notre organisme sécrète du cortisol qui nous sort de notre mode veille. À l'inverse, quand le soleil se couche, notre corps produit davantage de mélatonine, l'hormone du dodo. Bien foutu, non? Et c'est le nerf optique qui informe notre cerveau en captant la lumière du soleil et synchronise ainsi notre cerveau sur le rythme naturel en lui disant si c'est jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Bref, jusqu'ici tout va bien. Mais dans nos sociétés modernes, notre horloge biologique est en permanence trompée par les lumières artificielles de nos villes, de nos écrans, de nos appartements. Et l'ennemi ultime de notre sommeil, ce sont elles, les LED. Oui, ces nouvelles ampoules électriques plus écologiques, mais ô combien perturbantes pour notre corps, car elles imitent à la perfection la lumière du soleil. Et ainsi, cette sympathique lampe de chevet est un trompe-soleil qui maintient notre organisme éveillé en lui faisant croire que le jour est là. Il en est de même pour les lumières bleues de nos ordinateurs, portables, télé et tablettes, elles aussi émises par ces satanés LED qui dérèglent notre cycle de sommeil en diminuant de façon drastique la production de mélatonine nécessaire à notre endormissement au moment du coucher. Mais alors, était-ce mieux avant? Eh bien, d'une certaine manière, oui, puisque les vieilles ampoules à incandescence étaient 2 fois moins puissantes et donc trompaient 2 fois moins notre organisme. Ce n'est pas le pied, mais c'était toujours plus respectueux de notre sommeil. Tant et si bien qu'en 200 ans de lumière artificielle, notre horloge biologique s'est décalée de 3 fuseaux horaires vers l'ouest. Pour faire court, quand après une soirée bercée par les lumières artificielles, vous vous mettez au lit à 23h, pour votre organisme, il est 20h forcément, le marchand de sable est à la bourre et vous avez du mal à trouver le sommeil. Clémence Pex-Lavallée, vous êtes d'accord avec le magnifique sujet de Stan Gusman. Et qu'est-ce que vous préconisez? En 2020, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a tiré l'alarme et tous les écrans rétroéclairés qui contiennent du coup de la LED, qui donnent ce signal d'éveil au cerveau alors qu'il faudrait dormir, modifient l'architecture du sommeil. On a plus aussi de cauchemars, on a un sommeil plus agité, une durée du sommeil, on se met en dette de sommeil de plus en plus régulière. Donc, on va mettre à distance, en moyenne, 2 heures avant le coucher, on doit mettre à distance ces écrans. Alors, il y a un autre responsable de la mauvaise qualité de notre sommeil, c'est l'augmentation de notre niveau de stress. Ah oui, le stress, il a un énorme impact. Le stress est lié à cette hormone de l'éveil qui s'appelle le cortisol. Et on a vu qu'à chaque cycle, toutes les 1h30, il y avait un micro-réveil qui peut devenir un réveil en cas d'urgence. Mais si on a une pression de fatigue et qu'on est en sécurité, normalement, on prend le wagon suivant et on repasse sur une heure et demie. On n'en a pas conscience. Non, on n'a même pas conscience qu'on a eu ce micro-réveil. Par contre, si on a trop de présence de cortisol dans le corps, ce micro-réveil peut devenir un réveil. Et dans ce cas-là, c'est ce fameux réveil nocturne, avec souvent une difficulté même à se rendormir. Et il faut bien comprendre que dans le cerveau, il y a 2 systèmes. Il y a un système d'éveil qui est prépondérant, qui est hyper excitable, qui est complètement sensible, qui va nous mettre en survie en permanence. Il est énorme. Et puis, on a un petit système de sommeil qui est beaucoup plus fragile. Il a besoin pour s'exprimer, pour se déployer, que le système d'éveil diminue un peu en intensité, donc calmer un peu notre système d'éveil pour que le système de sommeil prenne le relais et nous protège pendant la nuit. Quand on va pas bien, on va moins bien encore la nuit. Il y a ça aussi, c'est que quand on a quand on a un deuil, on a un gros chagrin, une angoisse, elle est tellement exacerbée la nuit que finalement, c'est des moments terribles. Et quand on passe devant son lit, on se dit « non, ça va recommencer ». Donc là, effectivement, il faut peut-être trouver des solutions. C'est peut-être changer quelque chose. Christophe. Oui, ça c'est le problème. On appelait ça dans notre service, nous, l'hypocondrie du sommeil. Les gens ont très très peur de ne pas dormir, ça perturbe tout. Mais ce que disait Elsa tout à l'heure, c'est vraiment important. Quand elle disait, si j'essaie de me mettre au lit à 23h, je ne m'endors pas. C'est pas grave. Et en fait, vous avez besoin de faire une rééducation. C'est un peu comme quelqu'un qui dirait, je voudrais courir, mais quand je cours, je m'essouffle. Alors, je ne cours pas, parce que je suis tout essoufflé. Non. Il faut continuer jusqu'à ce que l'essoufflement diminue. C'est-à-dire, si on va se mettre au lit à heure fixe en se disant ne cherche pas à dormir, cherche juste à te reposer, les yeux fermés, respirer, etc. Je prépare ma rééducation. Ça va peut-être être long, hein, c'est pas en 2 jours que ça se passe, ces choses-là, mais vraiment, ces 2 trucs sont importants. Se dire qu'au début,
on ne trouvera pas le sommeil parce qu'on va resynchroniser, comme le disait Clémence tout à l'heure, son cerveau peu à peu. Alors, pour diminuer notre niveau de stress afin de mieux dormir, je sais que Christophe et Clémence seraient assez d'accord. On essaye progressivement de diminuer la dose de somnifères si on en prend, parce que les somnifères, ce sont des anesthésiants qui créent une dépendance. Et on dit un grand oui à la méditation et à la respiration. Oui, oui, oui. Et puis, on dit un grand oui à tout un tas de choses. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sommeil, ça se prépare en réalité. Pour beaucoup d'entre nous, il faudrait que ça nous tombe du ciel comme ça quand on se met au lit. Et s'il ne tombe pas du ciel, on est tenté de prendre un médicament. Donc, en fait, ça se prépare de loin, dans la journée, avec ce côté un peu paradoxal qu'il faut à la fois le plus d'activité possible, il faut bouger son corps, remuer son esprit, découvrir des choses, et aussi ne pas monter le curseur de stress trop haut, on l'a vu tout à l'heure, et même faire des temps de pause. Certains chercheurs ont montré que les temps de repos, les temps calmes dans la journée, prendre 5-10 minutes à ne rien faire, juste être là, respirer, regarder passer les nuages sans être sur ces fameux écrans, c'était des bons préparateurs lointains de notre nuit de sommeil. Et puis, un bon sommeil, ça se prépare aussi de près à l'approche du sommeil. On évoquait le fait de lâcher les écrans au moins, si vous ne pouvez pas 2 heures, 1 heure avant le moment où on souhaite commencer à s'endormir. Plutôt que regarder la télé, lire, parce que la lecture est un acte moins stimulant, moins psychostimulant pour notre cerveau. Au moins, si tu ne dors pas, relâche tes muscles, respire tranquillement, prends conscience de l'état de ton corps. Et toutes les études montrent que relaxation et méditation sont des facilitants du sommeil. Alors, il existe un nouvel exercice pratique de respiration réalisé pour se détendre et s'endormir, mieux respirer. Et bien, pour y arriver, on pense à la cohérence cardiaque. On en a souvent parlé dans cette émission. Oui, je vais rappeler le mode d'emploi de la cohérence cardiaque. Vous comptez 6 respirations par minute, ça veut dire 5 secondes par inspiration et 5 secondes par expiration. Et on fait ça pendant 5 minutes minimum, 3 fois par jour. Alors pour vous aider, il y a une nouvelle technologie que vous pouvez installer dans votre chambre à coucher. Et c'est notre journaliste, Victoria Demart, qui s'y essaie parce qu'elle est fatiguée. Pas vrai, Victoria ? Encore une fois, je n'ai pas dormi de la nuit. C'est pour ça que j'ai appelé à la rescousse Pierre-Luc Deniel. Il a inventé un petit boîtier incroyable qui permet de dormir. Pierre-Luc, comment ça s'appelle ? Comment ça fonctionne ? Alors, ça s'appelle le dodo et ça fonctionne comme ça. Tu vas l'allumer et tu vas synchroniser ta respiration avec la lumière. Donc, comme tu peux le voir, on va faire l'exercice sur le mur. Le halo s'agrandit, j'inspire. Le halo se rétracte, j'expire. Tu as juste à suivre la lumière comme ça en respirant. Ça va durer 8 minutes. C'est très hypnotique en fait. Ouais, en fait, ça va avoir un effet sur le corps. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Et cet exercice va te permettre de détendre progressivement. En fait, on va aller jusqu'à 6 respirations par minute. Donc, c'est un rythme D'accord. très lent. Allez, on y va, on l'essaye. Donc là... Là, j'inspire. J'expire. Donc là, tu vois, c'est assez rapide. On est autour de 11 respirations par minute. Et on va progressivement aller jusqu'à 6 respirations par minute. Et au bout de 8 minutes, je suis censée m'endormir, c'est ça ? Au bout de 8 minutes, tu te sentiras très très détendu. Donc tu pourras t'endormir beaucoup plus rapidement. Oh, ça m'apaise déjà. Pierre-Luc ? Pierre-Luc ? Bon, bah, je vous laisse dormir alors, pardon. Merci Victoria, on va vous laisser vous reposer évidemment parce que vous étiez très fatiguée et on vous dit à la semaine prochaine. Alors enfin, il y a un dernier grand responsable de notre manque de sommeil. Eh bien, c'est notre hygiène de vie, une combinaison de sédentarité et de mauvaises habitudes alimentaires. Et c'est Elsa qui nous en parle. Comment ça va, Ali ? Ça va. Vous dormez bien ? Très bien, comme un bébé. Moi, c'est de pire en pire. Et plus je vieillis, moins je dors. Moins je dors, plus je mange. Plus je mange, moins je dors. Donc c'est une catastrophe. Et sur le lien entre l'alimentation et le sommeil, on m'a tout dit. J'ai tout entendu. Ne mange pas trop le soir. Ne mange pas du tout le soir. Mange un peu le soir parce qu'on ne sait jamais, tu auras un peu faim plus tard. Ne bois pas d'alcool. Bois un verre de vin, ça te fera du bien. Pas de féculents, que des légumes. Oh, mais si, un peu de féculents quand même, avoir le ventre un peu gonflé, ça va te permettre quand même de t'endormir. Mais oui, j'ai tout entendu, je vous assure. Fais du sport avant de te coucher. Non, surtout, ne fais pas de sport avant de te coucher. Fais l'amour avant de te coucher. Non, surtout, ça c'est votre sœur,
ne pas faire l'amour avant de se coucher, parce que ça va éveiller, en fait, ça va vous réveiller et il ne faut pas se réveiller. Donc j'ai voulu démêler le vrai du faux pour enfin savoir, comprendre non seulement ce qu'il faut, effectivement, comment il faut s'alimenter et arrêter nos mauvaises habitudes et quels sont les aliments miracles pour enfin avoir un sommeil de plomb, s'il vous plaît, le dieu de l'univers et du sommeil. Écoutez-moi. Mais effectivement, certes, l'alimentation n'est pas la seule cause de nos insomnies, mais avant de changer de lit, de voisin, de mari, d'amant, d'appartement. Je suis quand même allée voir effectivement un spécialiste, donc Flavie Gusman, qui est diététicienne et nutritionniste. J'en ai rencontré beaucoup parce que je suis une ancienne journaliste beauté et j'ai rencontré beaucoup de diététiciennes nutritionnistes. Celle-là m'a beaucoup plu. D'abord, elle est tendre, elle est contre les injonctions vraiment très dures. Elle explique très bien et c'est devenu ma nutritionniste. Et depuis, je vous avoue qu'effectivement, depuis que je m'alimente mieux quand même et que je l'écoute, je vais un peu mieux. Je ne vous dis pas que c'est comme ça parce que ça met un peu de temps. Mais je vais, Christophe André, ça prend du temps. Un peu mieux. Elle va nous expliquer, vous allez voir dans le sujet, quels sont les aliments à privilégier et surtout pourquoi on dort de plus en plus mal. Flavie Gusman, bonjour. On vient vous voir parce qu'on a très envie que vous nous parliez du manque de sommeil dû à la sédentarisation. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, comme on est beaucoup chez soi, on bouge moins, on dort moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a plutôt une fatigue psychologique qui a pris le pas et qui a remplacé la fatigue physique d'autrefois, qui à l'inverse permettait de s'endormir paisiblement avec une bonne fatigue et d'avoir une nuit plus sereine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut essayer d'avoir de nouveau une fatigue physique. Et pour ça, donc, il faut essayer de réintégrer un petit peu d'activité physique dans le quotidien, ne serait-ce que de la marche. Ouais. L'idéal, c'est qu'il faut essayer de pratiquer une activité sportive aérobie, c'est-à-dire qui va permettre d'utiliser en partie l'oxygène qu'on a en nous. C'est cette utilisation-là qui va permettre d'apaiser, donc de favoriser le sommeil. Idéalement, on va réintégrer un petit peu d'activité physique d'endurance, type course à pied, natation, en fin d'après-midi. Ça a été prouvé que ça permettait de bien recadrer l'horloge interne biologique et donc de favoriser un endormissement plus rapide et surtout des cycles de sommeil long profond, plus longs et donc plus récupérateurs. À l'inverse, on va surtout éviter de faire du sport dans les 3 heures qui précèdent l'endormissement, tout simplement parce que l'activité sportive augmente le rythme cardiaque et la tension artérielle et qu'il faut un petit peu de temps pour redescendre tranquillement. Donc j'ai bien compris que le sport peut aider et améliorer le sommeil, mais comment on fait pour mieux se nourrir, pour mieux dormir ? Alors, il va falloir essayer de réguler sa prise alimentaire. Quand on a des troubles du sommeil, on va avoir davantage d'hypoglycémie dans la journée. Et ces hypoglycémies vont favoriser la production de gréline, qui est l'hormone de la faim, et diminuer la production de leptine, qui est l'hormone de la satiété. Donc, moins on dort, plus on va avoir faim, plus on va manger. Il y a aussi un autre facteur, c'est que quand on dort peu, on est plus stressé. Le manque de sommeil va favoriser la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et quand on est stressé, on le sait Elsa, on va avoir tendance à chercher du réconfort dans l'alimentation. Et donc on va aller vers des aliments réconfortants, les petits aliments doudous sucrés qu'on va consommer au fur et à mesure de la journée. Si on mange beaucoup de sucre le soir, inévitablement le cerveau va croire qu'on est en éveil alors qu'on est en train de dormir. Et donc le sommeil va être beaucoup moins bon et bien moins récupérateur, bien moins profond. Idéalement, il faut faire, c'est ce qu'on dit, le petit déjeuner un peu plus copieux, quelque chose qui va nous tenir au corps, un déjeuner qui reste copieux également, éventuellement un petit goûter, pourquoi pas si on a faim, et surtout un dîner plutôt léger. Il faut essayer de consommer un dîner déjà le plus tôt possible. Donc typiquement l'heure anglaise, la 17-19h, c'est bien mieux que l'heure espagnole, 21h, 22h. Et alors les plantes, les fameuses plantes, parce qu'on nous dit souvent que le soir on peut prendre une tisane. Quelles sont les plantes qu'on peut prendre pour favoriser justement notre endormissement ? On va avoir recours donc au pavot de Californie. Alors ça, je ne connais pas du tout. J'en ai jamais entendu Pourtant, parler. il est très très intéressant. Le pavot de Californie, il va permettre de jouer vraiment sur le cerveau, d'agir en tant que neurosédatif. Il va permettre d'inhiber en partie la production d'adrénaline, donc d'être plus détendu et donc de retrouver un sommeil plus paisible. Alors ça, je m'en donner une très bonne. intéressant. Merci, ça c'est pour moi. On va avoir recours également à la passiflore. La passiflore, pareil, elle va jouer sur
sur le cerveau. Elle va avoir une activité antispasmodique, ça va être un décontractant musculaire et donc elle va nous permettre d'être plus détendus. Bon, ça nous intéresse, je prends tout. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on peut avoir recours aussi à l'aubépine. Alors je vous ai fait une petite infusion, et ça vous direz si vous aimez, c'est plutôt un goût assez agréable. L'aubépine, en fait, elle ne va pas jouer sur le cerveau, elle va jouer sur le cœur, elle va réguler le rythme cardiaque. Donc elle va permettre de lutter contre la fatigue, de diminuer les difficultés respiratoires liées au stress et de réguler donc la pression artérielle. Donc elle va vraiment avoir un rôle hypotenseur très bon pour la santé et pour l'endormissement. Donc en fait, on doit avoir une activité sportive beaucoup plus soutenue et on doit mieux s'alimenter. Est-ce que j'ai bien résumé ce que vous vouliez nous dire? Oui, tout à fait. Normalement, si on met tout ça en place, on va retrouver quand même des nuits beaucoup plus paisibles et du coup des journées beaucoup plus sympas parce que beaucoup moins fatigantes et stressantes. Après, elle a une voix tellement paisible. Ah oui, c'est ça, rien que sa voix en fait. Elle a une voix il faudrait la louer pour le soir. Plutôt que de m'endormir avec les chaînes info, je vais plutôt quand même choisir Flavie Gusman. Merci beaucoup Elsa et merci à notre nutritionniste Flavie Gusman. Depuis tout à l'heure, on dénonce les grands coupables de notre manque de sommeil, mais il y a aussi un autre problème, les idées reçues sur le sujet qui peuvent nous empêcher de nous endormir. On va les balayer une bonne fois pour toutes. Alors, on ne le dira jamais assez, mais il faut idéalement dormir nu dans l'obscurité la plus totale, hein, André, par une température de 18 degrés. Ne pas hésiter donc à éteindre le chauffage de votre chambre et à ouvrir la fenêtre si besoin est. Clémence Peclavallet, je ne dis pas trop de bêtises? C'est parfait, hein, Ali. Je pense que c'est pour ça que vous dormez bien. Mais pourquoi nu? Dormir nu permet de réguler la température interne. Et puis, on se crée un petit cocon dans le lit à la bonne température. Et puis aussi, depuis 2 ans, on voit que le télétravail s'est invité dans notre chambre. Donc, on va essayer de mettre l'ordinateur à distance ou caché ou rangé dans un placard. Parce que, effectivement, cet espace doit se transformer en espace calme, sans sollicitation. Tout simplement être tranquille dans sa chambre pour faire de beaux rêves. On va maintenant recueillir le témoignage d'un homme qui a repoussé les limites de son corps pour tester sa résistance au sommeil. Pour en parler, on accueille Marianne Moing. Bonjour Marianne, alors qui avez-vous rencontré cette semaine? Eh bien moi j'ai rencontré un homme qui parvient à tomber dans les bras de Morphée dans les conditions les plus extrêmes. Qu'il soit dans le désert iranien avec un 60 degrés à l'ombre, sur les lacs gelés de Sibérie par -60, au cœur de la forêt amazonienne avec quand même 100% d'humidité, ou sur les canaux de Patagonie avec des rafales de vent à 150 km/h, Christian Clot dort. Et c'est vrai qu'il a plutôt intérêt à soigner son sommeil parce qu'au réveil, c'est des kilomètres et des kilomètres à avaler, à pied, en kayak, tout ça en tractant environ 100 kilos de vivres et de matériel, parce que sinon c'est trop simple. Donc voilà, en fait, ça fait 20 ans que Christian Clot, lorsqu'il part en expédition, il est suivi par environ une quarantaine de chercheurs qui vont analyser en permanence les données de son corps et de son cerveau. En fait, tous ces scientifiques étudient les capacités d'adaptation du corps humain à son environnement. Donc il part des mois dans les conditions les plus extrêmes de la planète. Alors comment fait-il pour appréhender sereinement son sommeil en expédition? Je suis allée lui poser la question. Bonjour Christian. Bonjour. Pourquoi est-il primordial d'avoir un bon sommeil en expédition? Une expédition, c'est comme une crise, c'est des systèmes qui peuvent changer à tout moment. Et quand on est en crise et qu'on est épuisé, à un moment donné ou un autre, on fait une erreur. Et malheureusement, l'erreur en expédition, elle peut être fatale. Avant de partir en expédition, est-ce que vous pouvez préparer votre corps à ce qu'il attend d'un point de vue du sommeil? C'est difficile. Ce à quoi on peut se préparer, c'est se mettre en état de pouvoir dormir sur 20 minutes, sur 30 minutes. Tout le temps, dans n'importe quelle expédition, vous dormez en sommeil comme ça, séquencé? Alors pas forcément, il y a des moments où on peut se permettre, parce que les conditions sont bonnes, parce qu'on est installé dans un endroit qui est sécurisé, on peut se permettre de faire des nuits plus complètes. Mais dès l'instant où l'installation est un peu précaire, on est sur un glacier qui peut bouger, on a des tempêtes, on est obligé de faire ce séquençage de sommeil pour pouvoir générer une attention par rapport à la situation. Dormir trop longtemps, c'est prendre le risque que sa tente soit déchirée au réveil, c'est prendre le risque que tout d'un coup il y a eu un problème à l'extérieur. Donc on doit être en attention vigilante. Comment vous préparez votre corps à l'endormissement? Il faut être capable de se dormir très vite. Donc il n'y a que 2 solutions. Soit vous pouvez vous endormir au moment où votre corps vous annonce ce serait bien de dormir. Ce n'est pas toujours le cas. L'autre solution, c'est de travailler pour générer des systèmes d'endormissement. En effet, avant de partir en expédition, Christian Clot conditionne son corps à s'endormir n'importe quand grâce à des exercices qu'il fait chez lui de manière assidue. Mais essayez de faire qu'à chaque fois que vous vous sentez fatigué et que vous allez dormir, prendre un objet et puis par exemple le poser sur un endroit de votre corps. Ça peut être sur le poignet, ça peut être sur le pied. Et vous le faites à chaque fois. Et petit à petit, votre corps va s'habituer à l'idée que quand ce poids existe, c'est qu'il faut dormir. Et donc vous inversez petit à petit, c'est plus quand vous avez sommeil
que vous posez le poids, mais quand vous voulez dormir, vous posez le poids et vous vous endormez. Quelle condition climatique est la plus défavorable pour l'endormissement? Tous les climats extrêmes sont défavorables. Le pire, c'est évidemment l'extrême froid. Si vous tapez des moins 55, moins 60 degrés sous tente, tout simplement, le corps ne peut pas rentrer en sommeil paradoxal. Ce serait extrêmement dangereux. Il faut pouvoir se réveiller très souvent pour bouger le corps. Donc là, clairement, on reste toujours dans une phase de sommeil très peu profonde, avec un repos très limité. Et quand il fait extrêmement froid et que vous absorbez de l'air froid, s'il est à moins 60 que vous l'absorbez, il arrive toujours peut-être à moins 10, moins 15, moins 20 dans les poumons. Donc vous avez ainsi une difficulté respiratoire, vous avez du givre qui va se faire votre nez, ça va être assez compliqué. Comment pouvez-vous vous endormir sereinement quand vous n'avez pas assez mangé, vous n'avez pas bu suffisamment? Chaque condition de manque va être un frein au sommeil. Manque de nourriture, manque d'eau, trop froid, trop chaud. Et elles doivent être traitées de la même manière. Il faut être capable, au moment où on décide de s'endormir, d'occulter toutes ces conditions-là. C'est la clé. Au moment où je me couche, je coupe ces informations. On peut travailler sur la cohérence cardiaque, on peut travailler sur la respiration. Il faut vraiment aller chercher sa méthode. Alors quels sont les dangers pouvant survenir la nuit? Bon, la nuit, la plupart des dangers ils viennent du système climatique. Si on s'est mal installé sur un glacier, c'est une crevasse qui s'ouvre, vous avez des tempêtes qui se lèvent en quelques secondes. Quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, que votre tente vient de se faire arracher. Et c'est très paniquant parce qu'en réalité, la difficulté, c'est que vous vous réveillez devant la condition. Alors quand vous rentrez d'expédition, est-ce que c'est difficile de dormir dans un lit? Non. Non. Vous y arrivez très bien. Pas forcément une bonne nuit, parce qu'on est quand même encore très perturbé, il y a toutes les fatigues, mais c'est juste une nuit où j'ai pas besoin de me dire que va-t-il se passer durant la nuit. Ben non. Même si je dors pas du tout, j'ai pas peur. Eh oui, il se passera rien. À votre sourire, ça a l'air d'être quand même assez incroyable. Ah oui, c'est génial. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup à vous. Et bonne route. Bon, on l'adore. Oh là là, On l'adore. on Ah oui. adore. Alors pour poursuivre ses travaux sur le sommeil, Christian Clot est aussi à l'initiative d'une autre expérience, une expérience qui s'appelle Deep Time, qui rappelle la fameuse, qui rappelle un peu celle que Michel Siffre avait réalisée 50 ans plus tôt. Donc le principe, en fait, c'est avec 15 scientifiques qui sont partis se confiner au fin fond d'une grotte, donc avec aucun indicateur temporel, aucune lumière naturelle, et comme ça, ils ont pu, entre autres, étudier les cycles de sommeil. Donc, bon, Christophe, sans aller jusqu'à des expériences comme ça assez extrêmes de Christian Clot, est-ce que vous auriez des conseils à donner à tous les travailleurs de nuit, par exemple, tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir dormir 7 heures d'affilée, qui ont finalement des cycles de sommeil un peu fractionnés? En gros, il faut qu'ils soient très peu exposés au bruit. Donc, s'ils n'ont pas la chance d'avoir un logement très calme, bouchon d'oreille, très peu exposés à la lumière. Donc, il faut voler, rideaux et éventuellement des masques. En général, ce que recommandent les médecins du travail quand on revient du travail posté, c'est se coucher tout de suite, ne pas essayer de rattraper sur une après-midi, une matinée, etc. Attention au café, attention aux somnifères, se resocialiser. Les rythmes sociaux, effectivement, tous ces indicateurs d'activité sociale sont d'assez bons resynchronisateurs. Donc, voilà, c'est des conseils de bon sens, mais autant nous pouvons plus ou moins les appliquer, autant quand on est en travail posté, c'est très important de les appliquer. Juste, j'en profite, mais vu qu'on parle des alternatives qui s'offrent à tous ceux qui n'ont pas le luxe de faire une longue nuit d'affilée à cause de leur travail ou de leur mode de vie, moi, il y a une alternative que j'adore. C'est la sieste. Bah oui. La vraie sieste, pas celle à laquelle pense André. Alors, à l'étranger, il y a de nombreuses entreprises, comme une célèbre boîte américaine, qui mettent à disposition ce genre de salle de sieste onirique afin qu'ils se reposent au travail. Et paraît-il qu'ils gagneraient en productivité. Alors, Clémence, quelles sont les vertus d'une sieste réussie et le mode d'emploi? Est-ce qu'il faut faire une Chirac 20 minutes, c'est-à-dire quelle est la bonne durée, le mode d'emploi de la bonne sieste? Eh oui. D'abord, la sieste, ça vient du mot latin sexta, donc c'est à partir de la 6e heure du jour. Donc, ça veut dire 6 heures après le réveil. Et on a une fenêtre entre 12 heures et 15 heures où on est programmé biologiquement pour s'endormir, pour faire une sieste, tout simplement. Et on va différencier 3 types de siestes. On a parlé de la sieste royale qui dure 1h30, un cycle complet qui est plutôt réservé aux travailleurs de nuit. Et puis, on a la sieste éclair, la sieste flash, la micro-sieste, quelques secondes à 10 minutes. C'est pour se rafraîchir, pour récupérer la vigilance. Et puis la sieste idéale, effectivement, va être, et la NASA l'a mesuré, pour eux, c'est la sieste idéale, c'est 26 minutes, entre 20 et 26 minutes en réalité. Elle va augmenter les performances de 34%. Okay. La vigilance de plus 54%. Ça va diminuer votre stress,
en journée. C'est une vraie pause cérébrale, une vraie pause au niveau du corps, une vraie pause des organes vitaux. Et ça va permettre aussi donc, de diminuer le stress, de rétablir l'humeur, de rétablir la vigilance et même de protéger des maladies cardiovasculaires. Alors, bonne nouvelle, la sieste booste la créativité, ce que le peintre Salvatore Dali et l'inventeur Thomas Edison avaient bien compris. Quand ils séchaient sur un problème ou une création, ils s'endormaient sur leur chaise, une boule de métal à la main, et ils attendaient que leurs muscles se relâchent sous l'effet de l'endormissement, faisant ainsi chuter la boule dont le bruit les tirait de leur sommeil. C'est dans cette phase de sommeil qu'ils trouvaient alors la réponse qu'ils n'avaient pas. On a appelé ça l'instant Eureka, un mystère qu'ont voulu percer les équipes de chercheurs de l'Institut du cerveau de la Pitié-Salpêtrière à Paris, que notre journaliste Sarah Cadour a rencontré. Pour cette expérience, j'ai rencontré Célia Lacaux, doctorante à l'Institut du cerveau, centre de recherche implanté au sein de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Elle et son équipe ont souhaité explorer cette phase très particulière de l'endormissement afin de déterminer si celle-ci avait un effet sur la créativité. Donc, ce qu'on a voulu faire avec notre étude, c'est un peu tester est-ce que cette fameuse phase d'endormissement est propice à la créativité. Et donc en gros, on présente des suites de chiffres à des participants. Donc c'est assez facile de résoudre ces suites-là, c'est des sortes de suites arithmétiques, mais c'est très long et très fastidieux. Et ce qu'on leur dit pas, c'est qu'en fait, il existe une règle cachée qui permet un petit peu de brûler la majorité des étapes et de trouver presque instantanément la solution. Dans un premier temps, je me suis donc soumise à ce test et sans surprise, je suis passée à côté de la règle secrète et les résultats laissaient à désirer. Mais qu'en sera-t-il après un léger repos? Eh bien, c'est parti pour cette expérience. Célia Lacaux me pose d'abord des électrodes qui vont mesurer mon activité cérébrale pendant une période de 20 minutes, au cours de laquelle je suis confortablement installée dans un fauteuil et dans le noir complet. La caméra infrarouge devrait s'allumer progressivement. Et donc nous, pendant les 20 minutes, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce que son activité cérébrale, notamment, va ralentir, ce qui est un signe de l'endormissement. Donc en général, cette phase d'endormissement, ça dure quelques minutes. Mais pour que je reste dans cette phase de transition entre l'éveil et le sommeil, la scientifique a pris exemple sur Edison et Dali en me demandant de tenir une bouteille en plastique dans la main afin que la chute de l'objet me réveille avant que je ne m'endorme trop profondément. Là, elle a fait tomber la bouteille. On le voit ici sur les enregistrements. C'est fini. Ça va? Ça va. Après cette pause, la scientifique me soumet au même type de problème arithmétique qu'au début de l'expérience. Alors, vais-je être plus performante et créative? Je crois que j'ai trouvé l'astuce correcte, ils me l'ont dit. 83% des personnes qui s'étaient assouplies ont trouvé la règle cachée versus 30% qui étaient restées éveillées. Donc c'est quasiment le triple en termes de proportion. Les résultats de ces tests sont formels. Il existerait donc bien une phase propice à la créativité au moment de l'endormissement, à condition de ne pas aller trop loin dans la phase de sommeil. Et tout le monde peut y arriver, j'en suis la preuve, ainsi que les 103 autres participants de l'étude menée par la scientifique et son équipe. C'était pas tous des Einstein, donc vraiment on avait des participants qui trouvaient de tout milieu, de tout niveau d'études. Il suffisait qu'ils aient eu cette fameuse phase miraculeuse. Merci Sarah pour cette expérience passionnante, ainsi qu'aux équipes. Sarah a le temps de dormir, c'est ça que je veux. Ainsi qu'aux équipes de l'Institut du cerveau de la Pitié-Salpêtrière. Alors il est temps de parler de ça. Voilà. Retenez bien cette chanson. Le rêve et tous ses mystères, à quoi servent-ils? Que signifient-ils? Ça méritait bien un supplément. Si vous aussi, vous trouvez vos rêves bizarres, voire incompréhensibles, rassurez-vous, c'est normal. On les décrypte et on les analyse juste après ce résumé. Vous rêvez de perdre vos dents pour la 3e nuit d'affilée ou bien mieux de passer une nuit torride dans les bras de votre joli collègue? Hélas, il est déjà temps de se réveiller, ce n'était qu'un songe et les draps s'en souviennent. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à en comprendre le sens. Et là, bon courage, car nos rêves sont des histoires à dormir debout. Et pourtant, d'après les scientifiques, on passe 5 années de notre vie à rêver, soit 1h40 de rêve par nuit, soit la durée d'un beau film d'amour ou d'horreur.
Et oui, que voulez-vous, on ne choisit pas le thème de nos rêves comme on choisit un film, car seul notre inconscient possède la clé de nos songes. C'est en tout cas ce qu'affirme Freud. Grâce à Sigmund, le rêve n'est plus considéré comme l'œuvre de Satan, mais il est vu comme l'accomplissement de nos désirs les plus enfouis, ainsi que le miroir déformé de toutes nos émotions. J'ai rêvé que je faisais du cheval sur Elsa Wolinski, poursuivi par le piano vivant d'André Manoukian qui avait la voix d'Agathe Le Caron. Attendez, on ne se moque pas, car nous avons tous déjà rêvé de choses sans queue ni tête. Car dans nos rêves, les objets, les décors, les personnes de notre quotidien apparaissent sous un jour totalement différent en fonction de notre angoisse du moment. Mais vous n'êtes pas fou pour autant, bien au contraire. Vous allez bien, car le rêve est le garant de notre équilibre psychique. Rêver permettrait d'atténuer l'impact d'un événement négatif de notre vie, de digérer nos peurs ou même de résoudre des conflits. Rêver de votre patron en slip en période de stress serait donc fortement conseillé. Bref, la prochaine fois que vous rêverez, surtout, ne vous réveillez pas et dites-vous comme Jean-Jacques Goldman... Alors Christophe André, à quoi ça sert de rêver et pourquoi la réalité est déformée quand nous rêvons ? Alors la réalité, elle est déformée parce qu'on s'est aperçu que le contenu de nos rêves venait principalement de ce que nous avions vécu dans la journée qui précède et aussi de ce que nous avions vécu dans les mois ou les années dans notre enfance, mais pas dans la semaine qui précède. Donc ça fait une espèce de mélange improbable et le boulot de notre cerveau, c'est de rendre ça cohérent. Donc il y a déjà ce désordre étonnant qui crée le côté étrange de nos rêves. Après, à quoi ça sert de rêver ? Alors on considère aujourd'hui que le rêve, il est très lié à la mémorisation. Quand on dort, au fond, le rêve, c'est le résultat un petit peu de tout ce travail de rangement, de nos apprentissages, de nos souvenirs, de tout ce que nous avons vécu dans la journée. Il est très lié aussi à la répétition des dangers auxquels on peut être affronté. C'est ce qui explique que beaucoup de nos rêves, il y a 2 fois plus de rêves avec des tonalités émotionnelles négatives que positives. Pas forcément des cauchemars qui nous réveillent, mais des rêves un peu angoissants, où on est préoccupé, on est poursuivi, on a un travail à faire qu'on n'arrive jamais à finir. C'est comme si notre cerveau se préparait à affronter un petit peu l'adversité. Bref, il y a tout un tas de fonctions psychologiques qui sont aujourd'hui identifiées comme étant le rôle de nos rêves, ou en tout cas dont les rêves sont le symptôme. Ils sont le symptôme, au fond, un peu mélangé de toute cette activité de notre cerveau pendant que nous dormons. Parce que pendant qu'on dort, le cerveau est en plein boulot. Nos rêves surviennent lors de la phase de sommeil paradoxal. Une phase qui, depuis toujours, a interrogé les scientifiques et parmi eux, le neurobiologiste français Michel Jouvet, qui, en s'y intéressant, a fait des découvertes révolutionnaires pour la science. Comme vous le savez, nous rêvons lorsque nous sommes en phase de sommeil paradoxal. Mais au fait, pourquoi paradoxal ? Eh bien, le paradoxe est le suivant. À cette étape de notre sommeil, notre cerveau est dans un état proche de l'éveil, alors que notre corps, lui, est totalement inerte. Étrange, n'est-ce pas ? Mais alors, comment se fait-il que nous ne bougions pas alors que notre cerveau est en action ? Celui qui s'est intéressé de près à la question, c'est le neurobiologiste français Michel Jouvet. Pour comprendre quelle est la zone du cerveau qui nous maintient inertes pendant notre sommeil, Michel Jouvet va réaliser des tests plus que contestables du point de vue du bien-être animal sur des chats. Des tests qui vont s'avérer concluants. En étudiant l'encéphale de ces pauvres bêtes, il découvre la région du cerveau qui permet de freiner nos mouvements musculaires quand nous dormons. Son nom, le tronc cérébral. Et pour prouver la véracité de ses travaux, le scientifique a opéré des lésions sur ce fameux tronc cérébral des chats pour rendre ce frein musculaire inactif. Et il a alors constaté que les chats, bien qu'endormis, vivaient leurs rêves. Il a appelé ça des comportements oniriques. Vous allez voir que cet animal, lorsque il s'endort, présente tout d'un coup, brusquement, ici des mouvements de marche, ici des mouvements de lutte, exactement comme s'il courait, comme s'il était en train de courir après une souris, en train d'attraper une souris. Ce qui est caractéristique, c'est que à ce moment-là, ses pupilles sont extrêmement contractées et il présente tous les aspects oculaires d'un sommeil très profond. Et bien cet animal passe 80% de son temps à chasser des souris imaginaires toutes les fois qu'il s'endort. Grâce à ses recherches, Michel Jouvet a ouvert une porte sur le rêve et en a même prouvé son existence. Et depuis, sachez que la science ne s'est pas arrêtée là. Et grâce à ce tronc cérébral, notre corps reste inerte quand nous dormons, alors même que notre cerveau est en éveil. Mais on constate parfois des troubles du comportement en sommeil paradoxal, c'est-à-dire que certaines personnes mettent en acte leurs rêves, comme vous pouvez le voir sur ces images tournées dans des cliniques du sommeil, avec notamment ce patient qui rêve de manger un sandwich et on mime tous les gestes, vous le voyez sur ces images. Ou bien encore... ce monsieur qui pousse la chansonnette pendant son sommeil. Alors sachez que certains scientifiques travaillent justement sur ces troubles du comportement en sommeil paradoxal.
Et parmi eux, le professeur Isabelle Arnulf, neurologue et directrice de l'unité des pathologies du sommeil de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et qui vient de faire une découverte pleine d'espoir pour les patients atteints de maladies neurodégénératives comme Parkinson, et nous l'avons rencontrée. Quand nous rêvons, nous avons des tas de scénarios qui nous passent dans la tête, mais aucun ne passe dans le corps grâce à un verrou qui est situé dans le bas du cerveau et qui empêche toutes les impulsions motrices qui viennent du cerveau de passer dans les bras et les jambes et dans la parole. Dans le trouble comportemental en sommeil paradoxal, ce verrou est touché, il a perdu ses cellules, une partie de ses cellules, et de temps en temps, il laisse passer comme ça une partie des comportements liés aux rêves et surtout aux cauchemars. Ici, vous avez un patient qui vit un rêve où il traverse au Moyen-Âge la France à cheval. Et tout ce qu'il trouve pour ne pas se faire attaquer, c'est un fléau à blé. Donc il va prendre son fléau à blé et puis attaquer. Et dans la réalité, il s'empare de son tuyau de ventilation. Je vous montre un patient qui a arrêté de fumer depuis 5 ans et qui fume l'oxymètre, donc pas du tout, il n'y a pas de cigarette évidemment. Vous voyez qu'il fait ça très tranquillement, qu'il l'écrase dans un cendrier. Alors, qu'est-ce que ce trouble peut développer comme maladie? Les personnes qui commencent à s'agiter après 50 ans dans leurs rêves, de façon fréquente, pas une fois de temps en temps, ceux-là, on s'est aperçu en les suivant sur des années, voire des dizaines d'années, que beaucoup d'entre elles développaient une maladie de Parkinson. Et donc ça peut être annonciateur de l'arrivée de cette maladie-là. La moitié en 7 ans après le diagnostic. Donc c'est assez important. Et les personnes atteintes de maladie de Parkinson, elles ont du mal dans la journée à parler, à marcher. Elles ont un tremblement des mains. Chaque mouvement est lent et difficile. Or, quand elles vivent leurs rêves comme ça dans leur sommeil, eh bien, tout le tremblement disparaît, la parole devient forte, les mouvements sont très rapides, en contraste incroyable avec l'éveil, comme si la maladie de Parkinson avait transitoirement guéri la nuit, en tout cas quand elles vivent leurs rêves, alors qu'elles n'ont pas de médicaments. Ça suggère en tout cas qu'il y a un circuit dans la tête qui est intact et qui est sain et qui rétablit le mouvement normal pendant cette phase-là. Alors évidemment, on aimerait bien le remettre en route non seulement la nuit, mais aussi dans la journée. Vous l'avez compris, grâce aux recherches des équipes du professeur Isabelle Arnulf, nous sommes peut-être sur la voie d'une guérison de la maladie de Parkinson. Ces recherches sont pleines d'espoir pour les malades. Eh bien, merci, professeur Arnulf. Et merci une nouvelle fois aux équipes de l'Institut du cerveau de la Pitié-Salpêtrière et au professeur Isabelle Arnulf. C'est passionnant, franchement, bravo aussi à Sarah Cadour qui décidément est dans tous les reportages de cette émission. À propos de rêve, on va maintenant parler d'une chanson qui fait rêver, mais vraiment rêver, grâce à André et son invité. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Je t'ai rencontré par hasard. J'ai pas réalisé que ma vie allait changer pour toujours. Avec toi, mes rêves sont la réalité. Ah bah attends, c'est un peu gênant parce que on est à l'antenne, il y a des millions de gens qui nous regardent. Ah non, mais Agathe, pas à ça, j'avoue. C'est pas ce que vous croyez, en fait, c'est les paroles traduites d'un tube chanté en anglais. Je vous laisse le reconnaître. Très bien, merci beaucoup, André. Oula, c'est mon premier slow à la colo. C'est pas vrai. Vous avez pécho sur ce slow? Bah oui, en 86. Regardez, très intéressant harmoniquement parlant, parce qu'on a une montée et tout d'un coup, oh, celui-là on s'y attend pas. Ah, celui-là non plus, on a une série de modulations, c'est un grand compositeur qui l'a fait quand même. Et ça permet des galoches à l'âge de 13 ans, c'est beau. C'est Vladimir Cosma, évidemment, vous avez reconnu le tube. Évidemment. Reality, chanté par Richard Sanderson. Alors, oui. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. Alors Richard Sanderson, il a 27 ans à l'époque où sort le film. Personne ne connaît ce franco-écossais qui se destine à être compositeur. C'est lui que Vladimir va choisir à cause du timbre de sa voix qui est assez... je dirais qu'il est assez doux et en même temps il a une belle tessiture, il est à la fois dans le bas et puis il s'élève. Alors ils vont enregistrer cette chanson à Londres.
Ça va être la naissance d'un morceau iconique qui va devenir numéro 1 en Europe et en Asie. Reality s'écoule à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde lors de sa sortie en 1980. Et pour en parler, on va accueillir son interprète, Richard Sanderson himself. Le vrai, il est là. Le vrai. Il est là. Oh là là, c'est le vrai. Salut. Bonjour, Richard Sanderson. On est ravis de vous accueillir. André, salut, ça va? Alors tout d'abord, cette musique-là qu'on vient d'entendre, expliquez-nous. Ça, c'est le générique de Miss France. Dans les années 90, ma carrière battait des ailes, comme on dit. Et j'ai commencé à faire de la musique pour la télé. Et un jour, j'ai croisé Xavier de Fontenay, qui était un peu un fan de la boum. Il m'a dit, oh là là, tu veux pas me faire les musiques pour Miss France? Donc j'ai fait les musiques pendant 10 ans. Mais ultra marquante. Hein. Et au bout de 3-4 ans, il m'a dit, il faudrait qu'on ait un générique le même. Parce que chaque fois, il me faisait changer le générique. Et on a fait celui-là. Enfin, j'ai fait celui-là. Et depuis, c'est le même. Voilà. Richard Sanderson, comment est-ce qu'on traverse un succès aussi exceptionnel comme celui de Reality? C'est un fardeau à porter, c'est une chance, c'est un peu des deux, parce que vous avez dit... Les deux. C'est les deux, c'est ça? Oui, parce que c'est tellement gros, alors on est content. Moi, j'avais, comme il a dit, 27 ans. Ah, ça y est, mais voilà, j'y suis. Mais non, parce que après, c'était tellement gros que ce que je faisais après, c'était jamais aussi bien, jamais aussi gros. Les médias, je sais pas, ça suivait pas trop. Je suis de toute façon imprégné de cette chanson. Voilà, et toute ma vie, ça serait comme ça. Mais voilà, on est un vieux couple, la Boum et moi, on a fait des concessions et ça va bien. Alors pour tous ceux qui vous aiment et qui voudraient vous entendre, vous avez dernièrement sorti un single qui sent bon la salsa, s'appelle La Tchatch. Oui. Titre sur lequel vous chantez en duo avec votre compagne Shelma. Oui, c'est ça. Alors c'est une bonne expérience pour elle et pour vous? À vrai dire, pendant la pandémie, moi j'étais aussi prof de chant, et pendant la pandémie, je dis bon allez, elle savait bien danser, je dis je vais t'apprendre à chanter. Et j'ai un copain qui m'a dit oh, tu vas faire un duo. Je dis oui, mais un duo c'est difficile quelquefois de pas tomber dans un truc ridicule, je voulais pas. Puis il m'a dit oh, on va faire un duo salsa. J'ai trouvé ça très sympa et on a produit ça. Ouais. Alors André, une fois n'est pas coutume, parce que je sais que c'est très, très compliqué pour vous. Vous allez laisser votre piano à Richard Sanderson pour qu'il nous offre une version live de son tube Reality. Mais en échange, évidemment, vous gagnez le droit de danser un slow avec Elsa. On est comme ça. Parce qu'en fait, je voulais danser avec Ali, mais il ne m'a pas invité à danser. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality. I like to dream of you close to me. I dream of loving in the night, and loving you seems right. Perhaps that's my reality. If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of loving. Tell me that it's true. Show me what to do. I feel something special about you. Dreams are my reality. A wondrous world where I like to be. Illusions are a common thing.
I try to live in dreams, although it's only fantasy. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. I dream of loving in the night, and loving you seems right. Perhaps that's my reality. Oh, j'ai les poils. Bravo, 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 bravo. Merci. Bravo, c'était génial. Toujours un plaisir de faire cela. Merci. J'espère que tu pas arrêté trop tôt, que tu as eu le temps d'emballer. Tu rigoles ou quoi? Oh, il va pécho, ça paraît bien clair, Richard, ne vous inquiétez pas. Merci. Parce que Il y aura c'était la galoche. gênance de l'érotisme. Mais oui, qui c'est manquait. ça, on était un peu C'est ça. gênés, c'est pour ça qu'on C'est pour ça riait qu'on en fait. riait un peu. Bah oui. Merci beaucoup, Richard Sanderson, pour ce moment suspendu. Votre nouveau single, La Tchatch, en duo avec la chanteuse Shelma, est disponible. Et merci à vous, Clémence Pex-Lavallée. Je conseille votre livre Bien dormir sans médicaments. Et je rappelle que vous êtes conférencière, spécialiste du sommeil et fondatrice du réseau des sophrologues Bien Relax. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. On vient de vivre quand même un moment. Pour les gens de notre génération, c'est quand même... Et puis alors pour André et Elsa, c'est... Là, je vous assure, quoi, c'est un immeuble quoi, qui vient de leur tomber dessus. Allez, on se retrouve avec vous chaque jour sur France Inter à 10h05 pour votre émission Grand Bien vous fasse. Et vous, Agathe, dans la Maison des Maternelles, tous les jours à 9h30 sur France 2. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même jour, même chaîne. Avec les mêmes personnes. Et avec vous, j'essaierai d'avoir une meilleure voix. C'est pas gagné quand même. Allez, d'ici là, vous vous faites du bien tout le week-end. Bah tiens, regardez la boum. Qu'est-ce qui fait plus de bien que de regarder la boum? Rien. Voilà, rien. Voilà. Idée cinéma. Bon week-end.